Salut à tous, c'est Valéot. Salut tout le monde. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Aujourd'hui, c'est vidéo pièces de drone. Alors la vérité, c'est que pendant 1 an et demi, on a testé beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de pièces de drone, et que parmi toutes celles-ci qu'on a testées, finalement, il n'y en a pas tant que ça qui valent vraiment le coup, tout du moins pour notre usage. Donc à savoir que nous, on est sur un drone freestyle, donc que les pièces qu'on va vous présenter aujourd'hui se destinent majoritairement pour un drone freestyle. Donc voici la sélection des pièces qu'on a pu faire depuis 1 an et demi maintenant. On vous présente ça pièce par pièce. Si vous êtes débutant, cette vidéo va vous intéresser aussi, tout simplement parce que vous allez pouvoir voir toutes les pièces qu'il faut pour monter un drone. C'est parti! Alors on commence par la présentation du châssis. C'est quoi le châssis? Et le châssis, c'est tout bête, c'est tout simplement ce qui va vous permettre de monter vos pièces de drone dessus. Voilà, donc généralement les châssis sont en carbone avec des pièces en aluminium. On vous invite à regarder la petite vidéo châssis qu'on vous a mis en ligne il y a quelques jours de cela maintenant pour en savoir un petit peu plus. Alors, Alien, Reverb, ces châssis-là, ils ont plusieurs choses en commun. La première chose, c'est qu'ils sont simples à monter, simples à agencer et simples à maintenir dans le temps. C'est-à-dire que c'est vraiment des pièces qui sont, il n'y a pas de carabistouille, comme dirait notre cher président. C'est c'est du simple, c'est du costaud, c'est du solide, c'est de l'éprouvé. Ces deux châssis-là ont aussi comme particularité de venir de chez Impulse RC. Alors pourquoi on ne vole que sur des châssis de chez Impulse RC? C'est des châssis qui sont maintenus dans le temps, c'est-à-dire que c'est pas un châssis qui va disparaître de la vente du jour au lendemain. On peut retrouver les pièces facilement. C'est des châssis qui sont de bonne qualité, de bonne conception. Il y a du travail de réflexion et on sent que c'est le fruit d'un certain labeur, et aujourd'hui nous on n'a pas trouvé mieux actuellement sur le marché. Qu'est-ce qui fait que ces châssis-là sont bien pour le freestyle? Et c'est tout bête, ils ont une forme en H, c'est-à-dire que la distance que vous avez là en fait est plus courte que la distance que vous avez entre ces deux bras-là. Généralement cette forme-là est très adaptée au freestyle tout simplement. Qu'est-ce qui différencie aussi éventuellement un châssis Impulse RC d'un autre châssis? C'est que ces châssis sont pas donnés. Effectivement, un Alien comme ça au complet, je crois que c'est 130 €. Oui. Ça doit être à peu près ça. Et puis celui-là, on doit être dans les 90 €. C'est beaucoup plus cher qu'un châssis chinois, mais à titre personnel, chez Valéot, on pense que la qualité se paye et qu'il faut payer les gens qui sont là pour nous créer de beaux châssis et pour essayer de faire un peu de recherche et développement là-dessus. Il y a autre chose quand même à noter, c'est que le carbone est de très bonne qualité. On casse quand même relativement rarement et on va casser moins qu'avec un châssis avec du carbone chinois, bas de gamme. Et pourtant, on tape. Hein. Et pourtant, on casse, on tape. On aime aussi beaucoup ces deux châssis-là parce qu'ils ont chacun maintenant une PDB qui est associée. Qui est attitrée. Hein. Voilà, qui est attitrée à chacun de ces châssis et qui permet en fait de faire un montage beaucoup plus propre et beaucoup plus facile et de faciliter vraiment la tâche. En plus, il y a un truc qui est vraiment très très bien, c'est que vu que ces châssis-là sont connus, et qu'est-ce qui se passe? C'est que les producteurs de pièces 3D en fait nous produisent des petites pièces 3D. Voilà, on en voit un peu ici, là, partout. Nous produisent des pièces 3D et que c'est très très facile de barder le châssis avec des pièces 3D qui vont à la fois vous faciliter le montage et d'autant plus vous permettre de protéger donc les endroits qui craignent un petit peu, c'est-à-dire à savoir les bras et le devant des châssis. Donc en conclusion, c'est peut-être pas le meilleur châssis du monde, mais nous, avec notre façon de voler, notre façon de faire les choses, on trouve le meilleur châssis freestyle, ou tout du moins les deux meilleurs châssis freestyle actuels sur le marché. Mais ce n'est que notre opinion. Alors ensuite, on va vous présenter le Flight Controller. Alors le Flight Controller, c'est quoi? C'est tout simplement le cerveau de votre drone. C'est lui qui va gérer toute la partie calcul, les modèles de vol, et ainsi de suite. C'est à lui que vous allez relier les ESC, qui eux-mêmes seront reliés au moteur. C'est à lui, éventuellement, vous pourrez relier plein d'autres petites choses, comme la caméra, le VTX, et ainsi de suite. Alors nous, on vole sur un KISS version 2. Pourquoi? Nous, on considère aujourd'hui que le modèle de vol de chez Flightwino, donc Flightwino, c'est la société qui produit le KISS, c'est le modèle de vol qui est le plus adapté aujourd'hui pour nous en freestyle. C'est une board qui est quand même relativement facile à configurer et qui est assez permissive sur les configurations, c'est-à-dire que contrairement à Betaflight où on a pu perdre énormément d'heures et parfois même plus d'heures à configurer qu'à voler, la KISS c'est quand même relativement simple, vous branchez, il y a 3 pages de configuration, ça se fait quand même très rapidement, c'est simple et ça marche. C'est un logiciel aussi qui est très facile à prendre en main, même pour les débutants. Donc la KISS V2 est équipée d'un processeur F7, donc ça c'est une très bonne chose, et surtout contrairement à Betaflight aujourd'hui qui n'est pas exactement optimisé pour le processeur F7, le logiciel de chez KISS lui exploite pleinement le processeur, surtout dès qu'on active les filtres. Tiens, tu peux montrer, tu peux retourner la plaque? Le processeur en question. Le petit processeur en question. Le petit, façon de parler. Le gros processeur en question. Le gros processeur en question. Le logiciel étant intégralement développé par Flightwino, ils peuvent faire les optimisations en conséquence pour exploiter ce processeur qui est quand même très puissant et beaucoup plus puissant qu'un F4 de manière optimum. En plus de ça, maintenant qu'on utilise le petit KISS, ce qui est très pratique, c'est qu'avec les deux châssis qu'on vous a montré avant et surtout les deux PDB associés, ce qui se passe, c'est très très simple, c'est que le montage est extrêmement simplifié. On utilise des câbles qui sont directement reliés aux deux ports que vous voyez ici, voilà.
Et du coup, il n'y a quasiment aucune soudure à faire directement sur la flight controller. Ça, c'est un gain de temps et c'est surtout moins casse-tête. C'est clair et net. Les deux seuls petits points négatifs que nous remarquons, c'est que c'est quand même du matériel qui est cher. Il me semble qu'ils vendent ça 70 ou 80 €. Ouais, 70 de mémoire. Voilà, donc par rapport à une board Betaflight, c'est quand même quasiment 2 fois le prix. Et la deuxième chose qui est bon un petit peu pénible mais qui est quand même résolue, c'est qu'il n'y a pas d'OSD intégré, c'est-à-dire qu'on est quasiment obligé soit d'utiliser une PDB Steel, soit d'utiliser une PDB Wolf. Voilà, c'est pas quelque chose qui va s'utiliser seul. Qu'est-ce qui va le mieux avec une Flightboard Kiss version 2? Eh ben c'est tout simple, ce sont ces petits ESC Kiss 32 ampères. Enfin 32 ampères, jusqu'à présent on était limité à 24 ampères, ce qui n'était pas assez puissant pour les moteurs actuels. Maintenant avec 32 ampères, vous mettez les moteurs que vous voulez dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Alors ces ESC là, ils sont compatibles D-Shot 2400, donc c'est une très bonne chose. Il me semble que c'est pas encore le cas dans le monde Betaflight. Et il y a une compatibilité parfaite avec la Flightboard Kiss, hein, voilà. Donc on est vraiment sur un environnement à la Apple. Ces ESC là, vous les branchez, vous avez directement la télémétrie, ils sont directement compatibles avec la Flightboard Kiss, vous pouvez les mettre à jour directement à partir de votre logiciel Kiss. Et tout se fait vraiment en 3 clics. Bon, il y a quand même des points négatifs à noter, à savoir que les petits condensateurs que vous pouvez voir ici, là, et que les condensateurs qui sont à l'arrière de la board ont tendance à se détacher avec les chocs. Donc on vous montrera dans la prochaine vidéo qui sortira, ce sera une vidéo de montage, notre petites astuces pour éviter de bousiller des ESC qui valent quand même la peau des fesses, il faut être honnête. À savoir aussi que, bon, un petit truc moi qui m'embête un petit peu, c'est que voilà, comme vous le voyez, les ESC sont livrés nus. Il n'y a pas d'option pour avoir des câbles pré-soudés, donc voilà, quand on n'est pas forcément serein avec un fer à souder en main, c'est assez facile de faire des bêtises et voilà, de balancer des petites boulettes d'étain sur les petits connecteurs là et de bousiller un ESC très rapidement. On trouve ça un peu dommage que le contrôle qualité ne soit pas encore à la hauteur de ce qu'on peut voir chez d'autres marques concurrentes, et on trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas plus d'options comme des câbles pré-soudés qui pourraient faciliter quand même grandement le montage, quoi. Et le dernier point négatif qu'on peut noter, c'est que comme la Flightboard Kiss, ces ESC là, ils ne sont pas donnés de tout, ils sont vraiment entre 30 et peut-être 40% plus chers que des ESC d'autres marques. C'est un petit peu dommage, mais bon, ils sont tellement parfaits entre guillemets en combo avec la Flightboard Kiss V2 qu'on les utilise quand même. Et ensuite, finalement, le dernier élément qui va vraiment en binôme avec, enfin en trinôme du coup, avec la Flightboard Kiss et les ESC 32 ampères Kiss, et ben ce sont les deux PDB que vous voyez. Donc la PDB Wolf qui est sur le Reverb et la PDB Steel qui est sur le petit Alien. Ces PDB là sont des vrais couteaux suisses et permettent d'ajouter beaucoup de fonctionnalités à cet environnement là. Donc on retrouve par exemple un OSD, on retrouve un micro, on retrouve des condensateurs qui vont filtrer le signal vidéo. C'est des PDB qui sont en plus de ça conçus spécialement pour les châssis qu'on utilise, donc qui sont très très bien intégrés, où il n'y a pas besoin de bidouiller ou quoi que ce soit. Ce qui est très bien aussi, c'est qu'on a vraiment une grande facilité de montage, hein. C'est-à-dire que chaque ESC on va pouvoir le brancher via des pads qui sont dédiés sur chaque bras. C'est extrêmement pratique parce que devoir tout relier directement à votre flight controller, c'est non seulement très chiant à monter, mais particulièrement pénible à entretenir, et en plus de ça, ça fait des montages qui sont quand même assez dégueulasses. Ces PDB là facilitent vraiment le montage. Ce qu'on aime beaucoup aussi, c'est qu'on a des becs intégrés, c'est-à-dire qu'on a des ports 5 volts qui permettent éventuellement de brancher du matos que vous voudrez. Vous pouvez aussi directement brancher votre caméra et aussi directement brancher votre VTX. Donc c'est vraiment une plaque à tout faire. Sur la PDB Wolf, en plus de ça, on a beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Je ne vais pas vous les présenter aujourd'hui, ce sera dans une prochaine vidéo. Mais pour récapituler rapidement, vous pouvez contrôler votre caméra FPV directement voilà, à partir de la board, donc directement à partir de votre télécommande. Et vous pouvez aussi brancher un petit GPS qui peut être assez pratique pour retrouver votre drone si jamais vous l'avez perdu. Et plein de nouvelles petites fonctionnalités qu'on vous présentera un petit peu plus tard. Alors si on doit résumer, c'est vraiment deux plaques qui sont indispensables dans le microcosme Kiss, mais qui malgré leur prix ont vraiment leur utilité. C'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup chez Valiot. Alors les moteurs, ce sont des F40 Pro 2 de chez T-Motor. Ici en version 2400 kV et ici en version 2150 kV. Pour faire simple, ce sont des moteurs qui sont excellent. Depuis qu'on les a testés chez Valiot, on ne reviendra a priori pour le moment voilà, ni sur une autre marque, ni sur un autre modèle de moteur. Je vais vous dire pourquoi exactement. Déjà en premier lieu, ce sont des moteurs qui sont fiables, qui ont un contrôle qualité qui est excellent. C'est-à-dire que vous en déballez 10, vous en déballez 20, vous en déballez 30, ils auront tous exactement le même comportement à la sortie de la boîte. Et c'est quelque chose qu'on a rarement retrouvé chez d'autres fabricants. Il arrive très souvent chez d'autres fabricants, alors je citerai pas le nom,
TBS. TBS, oui, Monsieur Steele. Bon, voilà, maintenant c'est dit. J'en ai déballé 8, et sur les 8, il n'y en avait aucun qui ressemblait à un autre. Ils faisaient tous un bruit différent. Il y en avait 2 avec les roulements qui étaient déjà à moitié usés. Enfin, c'était assez dramatique. Chez T-Motor, le contrôle qualité est exceptionnel. Ensuite, le deuxième point qu'on peut noter, c'est que les roulements sont d'excellente qualité, et surtout, ils sont plus larges que ceux qui étaient utilisés jusqu'à présent. Ce sont des 9 mm, contrairement au roulement 8 mm qui était utilisé sur les autres moteurs avant. Ça fait une très très large différence. Là où en 3 ou 4 crashs avant sur un autre moteur avec des roulements 8 mm, ils étaient à changer, ceux-là ils prennent 10 crashs, 15 crashs, 20 crashs dans le meilleur des cas, et ils sont toujours, peut-être pas très frais, mais ils sont toujours utilisables, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Les roulements, voilà, tu les changes tous les combien toi? Tous les mois et demi. Voilà, tandis qu'avant, tous les 15 jours. Beaucoup, hein. Voilà, et on vole énormément, en sachant que tous les 15 jours avant, c'était plié, on devait remettre soit des roulements neufs, soit des moteurs neufs. Depuis qu'on a ces moteurs-là, on fait beaucoup d'économies. C'est des moteurs aussi qui du coup vibrent relativement peu par rapport à la concurrence. Il y a beaucoup d'autres moteurs de la concurrence, vous les tapez 2-3 fois, et c'est des moteurs qui vont avoir beaucoup de bruit dès qu'ils vont tourner. Ceux-ci sont quand même nettement plus solides et ont des roulements qui sont en plus de ça a priori de meilleure qualité. Qu'est-ce qui est très bien aussi sur ces moteurs-là? Le packaging. Alors là je l'ai pas sous la main, mais le packaging est génial. Ils sont livrés dans une petite boîte en plastique, dans de la mousse, avec des vis de rechange, des boulons, les petites vis derrière qui permettent de démonter le moteur en rechange. Le packaging est vraiment bien, il n'y a vraiment aucune chance que le moteur s'endommage pendant le transport. Ce qui du coup est très très bien aussi, c'est que le moteur se démonte très facilement. C'est une vis, vous n'avez pas besoin de chauffer la vis avant comme sur d'autres moteurs, vous démontez la vis, le roulement sort tout seul, c'est vraiment très agréable à maintenir dans le temps. Une autre chose aussi qu'on apprécie beaucoup chez Valeot, on avait toujours des problèmes d'hélice qui glissent sur nos moteurs. Là ils ont rajouté des petites dents, alors je sais pas si vous les verrez à la caméra, mais ils ont rajouté des petites dents qui évitent que l'hélice glisse en fait pendant qu'elle tourne directement sur le moteur. Ça c'est une très bonne chose. A savoir aussi que ce sont des moteurs qui sont très légers, il me semble qu'ils font 29 grammes. En fonction de leur puissance qu'ils développent et du poids qu'ils ont, je pense qu'on est vraiment sur le meilleur rapport poids-puissance actuel sur le marché. Ce qui est très bien aussi, c'est que du coup, pour changer les roulements, le fabricant vend directement des roulements qui sont adaptés au moteur. Vous n'avez plus besoin de chercher sur des sites X, Y ou Z. C'est très facile de trouver des roulements de rechange pour ces moteurs-là, et c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Bon après, voilà, c'est quelque chose qui est purement personnel, mais moi je trouve que ce sont de beaux moteurs. Sincèrement, ils ont vraiment, voilà, ils ont une certaine classe. Tous les autres moteurs ne peuvent pas se targuer d'avoir des designs aussi jolis que cela. Le seul point négatif qu'on peut remarquer sur ces moteurs-là, c'est que le pas de vis, donc le pas de vis, là où vous allez visser votre moteur sur le châssis, est en aluminium, il est un petit peu fin, on aurait aimé qu'ils soient 1 mm plus grands. Les pas de vis ont tendance à s'user assez rapidement avec des vis acier qui bouffent en fait si vous voulez le pas de vis. Et ces moteurs-là, une fois qu'ils sont vissés, il faut les dévisser le moins possible, ou tout du moins les serrer pas trop fort. La majorité des moteurs finalement que j'ai changé, que j'ai jeté, c'est parce que les pas de vis étaient défoncés. Voilà, donc ça c'est la seule petite remarque négative qu'on a à faire sur ces moteurs-là. Le dernier point qu'on voulait vous dire aussi, c'est qu'on a beaucoup entendu parler de gens qui utilisaient les F60 Pro 2. Alors pourquoi nous on les utilise pas? C'est simple, ils font 5 grammes de plus par moteur, et on estime que déjà en 2400 kV, c'est des moteurs qui sont largement, peut-être même un peu trop puissants pour nous. D'ailleurs d'où les 2150 kV qu'on va essayer d'ici peu de temps. On fera un report dessus pour baisser un petit peu la puissance maximum du moteur. Donc pour nous les F60 aujourd'hui n'ont pas d'intérêt majeur. On rajoute pas nous 20 grammes à notre drone pour un gain de puissance dont on n'a pas besoin.